Bonjour à tous. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas proposé de nouvelles chroniques, tout simplement parce que j'avais une panne de lecture. Alors j'ai rédigé un article là-dessus parce que c'est vrai que c'est parfois bizarre d'avoir des passages comme ça où toute lecture paraît fade, et j'ai préféré reporter mes chroniques plutôt que de présenter quelque chose qui était vu avec un air, on va dire dépressif, même si c'est pas le mot, mais vu mal lu, je dirais, voilà, mal lu, parce que dans le sens où j'ai 1 milliard de trucs qui me traversent la tête en ce moment, et bien, quand je lis, je n'étais pas dans ce que je lisais. Donc en fait, tout simplement, j'ai ouvert un carnet de lecture. Et voilà, c'est vrai que la lecture, c'est vraiment un plaisir et il faut que ça le reste. Je vois pas pourquoi on se forcerait à lire quelque chose qu'on n'a pas envie de lire. Donc c'est revenu comme ça, avec un carnet de lecture où au départ j'ai noté les personnages. Et au mois de juin, si vous remontez un peu dans le temps, vous allez voir que j'avais parlé de la saga Gardria, qui m'a vraiment emballée. J'avoue, c'était la première saga, c'est une trilogie, et j'avais refermé vraiment... j'ai tourné la dernière page avec beaucoup de réponses, une question, et puis beaucoup de mystères quand même. L'auteur, bon, j'étais restée dessus. L'auteur m'a proposé à sa sortie de découvrir Azrael à travers Elitista. Azrael, c'est le cavalier solitaire, d'ailleurs c'est le titre. Elitista, c'est le tome 1, donc on repart sur une nouvelle saga, mais qui n'est pas... Enfin, on va pas rencontrer les mêmes personnages forcément. Et voilà, donc Elitista, le cavalier solitaire. Qui est le cavalier solitaire? Azrael, mais ça, comme tout le monde le sait, j'ai rien spoilé. Habituellement, je parle pas de l'objet livre. Enfin, ça m'arrive. Si, ça m'arrive. Mais c'est quand même rare. Là, je vais faire vraiment... oui, je vais vraiment faire une petite parenthèse là-dessus parce que, franchement, déjà la saga Gardria, c'est une petite merveille. Le premier tome, Elitista, je l'ai classé dans les beaux livres. Dans la couverture et les illustrations à l'intérieur, notamment des cartes, sont travaillées. Et elles sont utiles et agréables parce que elles nous permettent de nous repérer dans ce monde qui est dans cet univers créé par l'auteur, créé par Marie-Anne Verhaert, et c'est vrai que très sincèrement la version numérique mériterait une couleur parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Enfin, le cavalier solitaire, vous allez voir, il est accessible dans sa version reliée, et c'est mon point de vue, mais pour les amateurs de médiéval fantasy, c'est un cadeau à s'offrir ou à mettre sur la liste de Noël, tiens, puisque on va y arriver. C'est aussi vraiment un livre qu'on peut offrir, tellement il est beau, mais en plus il n'y a pas qu'une question d'emballage. Azrael est un personnage qui est très énigmatique, dont la présence agrémente très largement ce magnifique ouvrage, on est d'accord, avec une lecture qui est extraordinaire. Mais je voulais vraiment mettre le
point sur le travail de l'auteur dans l'objet livre. Alors, j'aime énormément les livres. C'est vrai que ma bibliothèque déborde un peu. Mais c'est vrai que c'est vraiment un cadeau que je peux me faire. L'auteur vous indique que ce roman peut se lire indépendamment de Gardria, donc la première saga, bof. Oui, c'est vrai, pourquoi pas, mais moi je vous recommande quand même de commencer par par Gardria, par le réveil, parce que il y a une suite quand même. Dans le tout premier opus de la première saga, on fait la connaissance des personnages. On suit leurs aventures, même si l'univers n'est pas décrit en son entier, puisqu'on se concentre un peu sur un seul, on fait quand même, il y a quand même une approche de tout ce monde créé, et personnellement, moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien faire la connaissance des personnages, et je sais pas vraiment comment j'aurais réagi si j'avais pas lu Gardria. Alors après, ça c'est mon conseil, de reprendre effectivement la première saga. De toute façon, c'est une petite merveille, vous serez franchement pas déçus, et vous allez voir que c'est vraiment un pur bonheur. Les journées raccourcissent. On va avoir tendance à se mettre un peu plus au coin du feu avec la lecture, même si c'est pas forcément mon cas. Mais je sais que dans mes amies lectrices, l'hiver, c'est un peu le cocooning, et ben c'est le moment ou jamais de sortir ce genre de livre, et vous allez voir que oui, vous aurez très certainement envie de l'offrir et de le partager. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et je vais introduire ma chronique par une citation. C'est pas forcément dans mes habitudes non plus, mais je vous assure que Gardria est très inhabituel et très original. Un humain ignorait forcément ses pensées furent interrompues par celui qui l'imaginait n'être qu'un conte local. Je suis Azraël. Son patronyme sonna comme un glas. Le couperet venait de tomber. Au diable son nom. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Quand on dit Azraël, hop, c'est un peu... c'est vraiment... j'ai retrouvé un peu la tradition, la légende, avec Azraël qui est l'ange de la mort, qui est considéré de nombreuses manières par différentes religions. Et justement, notre cavalier solitaire est ainsi nommé dans l'œuvre de Marianne Fairheart. J'y trouve une question culturelle, moi, qui m'a poussée au-delà de ma lecture. Parce que évidemment, on a tous entendu ce nom, ne serait-ce que il est repris dans pas mal je l'ai déjà vu dans d'autres lectures. Azraël ressort dans des... Bon, c'est vieux, mais dans des séries que j'ai regardées, il fut un temps. Et dans la mystique juive, il est identifié comme l'incarnation du bien. Mais pas nécessairement ou spécifiquement la mort elle-même. Plutôt que d'être simplement la personnification de la mort, Azraël, habituellement, il est décrit dans les sources islamiques comme subordonné à la volonté d'Allah, avec la plus profonde révérence. Et on le retrouve donc dans ces deux religions. Et selon les perspectives et les préceptes des diverses religions, Azraël peut être un résident du troisième paradis. Et dans l'une de ces formes, il y a 4 faces et 4000 ailes. Parce que son corps tout entier est couvert de langues et d'yeux. Les yeux.
dont le nombre correspond à celui des personnes vivant sur Terre. C'est un peu la légende. Alors, Azraël, on ne retrouve pas tellement dans le catholicisme, mais on en entend quand même parler en Occident. Oui, c'est l'ange de la mort. Et l'auteur s'est inspiré de cette légende, peut-être de connaissances religieuses que je n'ai pas, donc je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Mais Azraël, dans l'univers qui nous intéresse, c'est-à-dire dans Elitista, c'est principalement un destructeur de démons. Et alors oui, c'est l'ange de la mort, mais il attend pas, il fait pas un comptage de morts, c'est un combattant qui va détruire le maximum de démons. Et puis il a un charme, un charme ténébreux. C'est pas du tout un personnage parfait, au sens où on aurait tendance à le penser, puisque c'est un ange. Et ils sont les anges dans les romans, donc depuis le début, sont qualifiés d'emplumés parce qu'ils ont des ailes, des plumes, c'est marrant. Et c'est aussi comme ça que Lilith désignait les anges dans la première trilogie. Et c'est vrai que l'humour de cette plume m'a vraiment bien embarqué. Et même dans les affrontements les plus violents, alors oui, je fais une parenthèse, l'auteur introduit une mise en garde quant aux scènes à caractère dénudé. Je le précise parce que c'est précisé. Il y a rien de particulier qui m'est choqué dedans, mais c'est vrai que ça peut. Et donc je transmets cette mise en garde, mais n'empêche que moi ça m'a bien embarqué, et dans des affrontements qui sont parfois violents, ce sont des démons, et ben il y a cet humour, et dans les discussions politiques justement de ce nouvel opus dans Elitista, je me suis dit tiens, ce serait drôlement plus marrant chez nous si les débats politiques étaient aussi après, ils sont tordus, tout le monde essaye de manipuler tout le monde, mais il y a énormément d'humour, et ça m'a rappelé une autre époque, mais j'ai bien aimé. Et cet humour, il est présent depuis le début. Dans la mise en place d'Elitista, il est beaucoup question d'alliance et de stratégie. Donc c'est vrai que c'est un premier tome, on pose les choses. Et là, je ne dirai rien, parce que le but, c'est pas de spoiler, mais moi, j'ai retrouvé, comme j'en avais parlé pour Gardria, j'ai retrouvé cette plume magique. Il y a un art extraordinaire dans les dialogues. Il y a la répartie des protagonistes qui est parfois franchement surprenante, décalée, et c'est malgré que les choses soient très sérieuses, ça donne un rythme, et la magie vous donne un sentiment d'action dans les discussions, c'est super. Moi j'ai trouvé que les dialogues sont aussi beaucoup indicatifs, parce qu'à travers les échanges entre les différents personnages, eh bien, on fait leur connaissance. Pas dans des descriptifs. C'est très narratif. Et quelque part, ça donne un univers qui est beaucoup plus immersif. Parce qu'on a l'impression de participer à la conversation. Pourquoi pas d'ailleurs. Mais j'ai dû peut-être déjà en parler un petit peu avant. Mais la trilogie Gardria était principalement localisée dans la strate démoniaque. En tant que lectrice, moi, j'ai aperçu, en suivant Azraël, le monde des humains et les différents complots de la strate angélique, parce qu'il ne faut pas croire non plus. Tout n'est pas superbe dans le meilleur des mondes. Et au final,
vous lirez la 4e de couverture, mais je me demande, c'est un clin d'œil à la 4e de couverture, moi je me demande qui sont les blancs et qui sont les noirs. Parce qu'on parle de d'anges, on parle de démons, et puis au final, bon, on va parler plus de moralité parfois, et pour qui est-ce que je vais soutenir? C'est très individuel, qui ou quoi je peux soutenir, parce que ça dépend des personnages, qu'ils soient humains, démons ou anges. Je m'étais identifiée en tant que femme à Lilith, parce que c'est vraiment un peu dans la première trilogie, c'est le personnage principal. C'est une démone à la féminité extraordinaire. Et elle aussi, bien sûr, il y a l'art aussi de son vocabulaire, la façon dont elle s'adresse aux autres, et elle est attachante. C'est pas, voilà, donc c'est pas parce que c'est un démon, donc qu'on mettrait peut-être dans la case noire, qu'elle est pas attachante. C'est toute la magie de cette plume, d'ailleurs, je crois. Parce que là, il y a l'un des personnages qui j'étais vraiment surprise, qui se dévoile un petit peu plus dans ce nouvel opus, et je suis aussi entrée dans un monde encore plus merveilleux que dans le premier, parce que je suis allée à la rencontre des faunes, des elfes, des petits et grands peuples cachés dans nos forêts. Il y est question d'Yggdrasil, j'y reviendrai plus tard, parce que j'ai envie d'en parler. Et donc Yggdrasil est vraiment l'arbre sacré, et les faunes, par exemple, vivent là avec des divinités qui ont glorifié le passé auprès de l'arbre sacré. Yggdrasil, c'est l'arbre monde dans la mythologie nordique. Et j'aime bien le nom, parce que c'est en fait c'est le destrier redoutable, ou le cheval d'Ygg, Ygg désignant le dieu Odin, donc pas n'importe lequel. Alors c'est vrai que oui, il y a aussi cet aspect dans ma lecture, c'est que il y a beaucoup de chevauchées, et qu'étant donné que j'adore les chevaux, que j'en ai moi-même, c'est toujours très agréable de replonger un peu dans un monde où cet animal majestueux avait une place qu'il n'a plus forcément aujourd'hui. Bon, ça c'était la parenthèse tout à fait personnelle, mais n'empêche que oui, on retrouve Yggdrasil, et dans les légendes. Et ça dépend des textes, d'ailleurs. Il y avait un royaume originel de la glace, où Loki aurait bâti des grandes demeures. Donc ça, pour ceux qui sont amateurs de légendes, ça n'a rien à voir. Enfin, si quelque part un peu, parce que justement, il est question de légendes, il est question des démons, et même si ce roman n'est pas, ou ne semble pas être, dans un esprit viking, il n'empêche que la glace est présente, et Yggdrasil est représenté aussi comme cet arbre monde, et hôte d'autres personnages. Donc j'ai parlé du faune, mais pas que. Et si dans la mythologie c'est un frêne ou un ifre, en tout cas c'est un arbre sacré, et qui a pris racine dans un corps, et qui monte au ciel après la création de notre monde.
à la périphérie de la Terre et les dieux principaux. Donc la rosée du ciel qui tombe d'Yggdrasil est souvent associée au miela et ça renforce l'identification au frêne parce que le frêne est connu pour fournir un abondant miela. J'ai beaucoup aimé ce passage que vous découvrirez, c'est pour ça que je m'étale un petit peu là-dessus, mais effectivement, dans la culture populaire, cet arbre-monde de la mythologie nordique, on la retrouve pas mal. Et on pourrait même presque, on pourrait le rapprocher de l'arbre de vie, mais il en est un et bien protégé, et on y retrouve la représentation avec les animaux qui vivent, mais il y a effectivement les différents mondes, donc le monde du haut, le monde des hommes et le monde du bas. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le roman. Et vous allez voir que ça prend un... Comment vous dire ? Ça ajoute un peuple disparu qui maîtrise le temps, qui régisse l'équilibre. C'est un passage qui m'a marqué parce que c'est une écriture qui est très poétique à ce moment-là et qui met une sorte de... comme si on recevait une énergie bienfaisante. Et c'est ça, il y a pas mal de styles qui se croisent et se décroisent et se recroisent comme l'arbre au monde. Et vraiment, c'est la plume, je trouve vraiment la plume de cet auteur fabuleuse. Voilà. Parce que quand on peut mettre dans un roman autant de poésie que d'humour, c'est vrai que l'alternance des styles crée une harmonie. Et cette harmonie s'installe pour chaque situation. Donc en fait, vous suivez la quête, vous vous laissez happer par cette épopée. C'est une lecture qui est dépaysante, qui est originale. C'est plein de surprises, de rebondissements. C'est un voyage aussi. Et c'est un roman qui est vraiment très complet, où il y a, bon, je vais quand même vous le dire ça, où se cache aussi charme et romance. Évidemment, il y a Azraël, hein, donc voilà. Et ça laisse pas non plus indifférent. Et je vais vous lire une citation qui dénote totalement, je vais vous en lire deux. Ce sont des citations qui sont complètement, vous avez l'impression que c'est pas du tout la même plume. Et ben si, Marianne Verhert arrive à vous embarquer dans tout son univers d'une façon assez exceptionnelle. Avec l'éclat des lucioles et des autres fleurs locales, la princesse dégageait une aura mystique, tant sa peau et sa chevelure s'harmonisaient à ces couleurs si particulières. J'ai choisi cette phrase parce qu'elle est... déjà, elle donne une luminosité et une beauté. Vraiment. Et d'un autre côté, vous allez retrouver... vous penserez à moi d'ailleurs. Parce que c'est une intervention qui arrive dans un contexte... vous vous demandez... on est un peu dans le fond de l'histoire, dans le complotisme... de chacun un peu partout, donc on va dire que c'est plutôt sérieux, et d'un seul coup vous avez la réplique « Je suis un seigneur hein, », pas « Joel Clodo ». Donc si moi j'en ai pas, qui en a ? Néanmoins, en raison de sa rareté, tu comprends la quantité. Je ne le conservais que pour une urgence. Voilà, c'est... Alors je ne donne pas le... Je ne dis pas qui... parle de cette façon, mais c'est vrai que oui, voilà, quand j'ai lu je suis un seigneur et pas Joel Clodo, ça m'a fait follement rire,
et ça réimmerge dans la lecture. C'est anti-décrochage. Quelque part, je crois, quand on est en panne de lecture, c'est aussi un livre très très intéressant parce que c'est addictif, c'est immersif, c'est il y a vraiment rien n'est fade, ça vous embarque jusqu'à la fin. Vous allez vous demander comment vous arrivez là. C'est vraiment magique et pas que dans le sens de son style, de la fantaisie, pas dans, mais vraiment dans un univers qui est créé à partir d'inspirations qui sont variées, à mon avis, et ces inspirations variées ont créé un univers où on côtoie, où on va là dans cet opus, on va rencontrer les humains, mais bon, évidemment, ils ont pas mais ils ont leur importance. Si, en fait, ils ont leur importance. Et tout ce petit monde va se croiser et vous allez voir que c'est vraiment particulièrement extraordinaire. Alors, si l'auteur est passionné par l'imaginaire, oui, effectivement, elle adore se perdre dans ces mondes où, malgré les apparences, les personnages ne sont pas forcément manichéens. Et c'est surprenant, dit-elle, parce que ce sont des anges et des démons en tant que personnages principaux. Mais là, je vous invite vraiment à rejoindre cette aventure. Je vous invite à découvrir ces personnages, à reprendre au départ avec Gardria et à venir ensuite échanger avec moi. J'aimerais savoir aussi ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, les personnages qui restent dans votre mémoire, ceux que vous avez mis de côté parce que franchement ils étaient détestables. Et je suis sûre que l'univers il est tellement riche et que l'homme, nous sommes aussi en tant que lecteurs, nous avons tous quelque chose qui fait notre unicité et c'est faut que je recrée des groupes de discussion littéraire parce que c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très très sympa. Faut pas hésiter à me contacter si ça vous intéresse parce que plutôt que de bloquer tout chez moi, il y a une partie qui effectivement oui j'invite des personnes avec des lectures communes et puis mais ça peut se faire aussi en live. On a le pouvoir numérique aujourd'hui. Et si très souvent vous m'entendez dire qu'effectivement c'est pas, il y a le côté positif et le côté négatif, hein, et pour moi le côté positif vient dans l'usage qu'on en fait, le côté négatif aussi d'ailleurs. Et si ça peut nous permettre de nous retrouver, même si on est éloigné, pour pouvoir échanger sur une lecture, alors là dans ce cas c'est vraiment génialement bien utilisé. J'ai été très bavarde aujourd'hui. Je suis toujours très bavarde. Mais je trouve que j'étais particulièrement bavarde sur ce livre qui m'a effectivement beaucoup touchée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine!